Bienvenue à tous sur BFM TV. Un débat inédit ce soir entre deux personnalités, Éric Zemmour, essayiste, et Patrick Weil, historien. Nous avons choisi de vous proposer pendant 1 heure cette confrontation d'idées en prenant le temps, en allant au fond des choses. Après le suicide français, Éric Zemmour, bonsoir. Vous avez signé cet ouvrage. Le destin français, paru aux éditions Albin Michel. C'était le mois dernier. Vous avez vendu à ce jour 83 000 exemplaires et êtes resté 3 semaines en tête des ventes de livres. Une vision très personnelle de l'histoire de France. Une galerie de plus de 40 portraits de Clovis à De Gaulle, entre autres. On va y venir dans un petit instant. Ces 600 pages, elles sont aussi polémiques, 600 pages au cours desquelles vous avez choisi de réhabiliter certains personnages historiques, à provoquer une nouvelle fois des polémiques, des controverses, notamment au sujet de la vision et des propos qu'il contient sur l'immigration, l'islam, l'intégration. On y viendra, mais aussi la période de Gaulle, Pétain, on va y venir. C'est pour cela que nous avons choisi d'organiser ce débat entre Éric Zemmour et Patrick Weil ce soir. Bonsoir à vous, Patrick Weil. Bienvenue. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, président de Bibliothèques sans frontières, auteur de Le Sens de la République, qui vient d'être réédité en collection Folio. Vous êtes un des intellectuels qui s'est le plus opposé publiquement au contenu de cet ouvrage et au contenu, j'allais dire, des ouvrages ou des idées d'Éric Zemmour. Vous nous expliquerez tout ça dans un petit instant. Commençons donc par le commencement, si vous le voulez bien, messieurs, et prenons les choses, j'allais dire, non pas de manière datée, mais sur la première partie très historique de votre livre, Éric Zemmour, et puis dans une deuxième partie, on sera plus sur une actualité sociétale et sur les changements, les crispations aussi au cœur de notre société. On a voulu s'attacher, nous, dans Destin français, à regarder de très près ce côte à côte que vous faites entre Pétain et le général de Gaulle. Vous allez vous dire évidemment peut-être sans surprise, mais vous dites un certain nombre de choses. Page 504, vous écrivez Pétain pense sincèrement qu'il a fait don de sa personne à la France. De Gaulle s'identifiait à la France dans la mesure où il se considère de la France l'ultime et la seule chance. Ou encore d'autres phrases comme ça qui nous ont semblé parfois incongrues. Est-ce qu'il n'est pas effectivement curieux de mettre sur le même pied d'égalité le maréchal Pétain et le général de Gaulle, Éric Zemmour? Et pourquoi donc ? C'est un portrait croisé, donc il faut bien comparer les deux personnages. En plus, quand on plonge dans l'histoire et la vie de ces deux personnages, on s'aperçoit à quel point ils ont été proches. L'un a servi même de nègre, comme on dit, à l'autre. L'un a donné son prénom le fils du général de Gaulle s'appelle Philippe. Vous voyez, c'est quand même, ils ont été très très proches. De Gaulle admirait le maréchal Pétain pour ce qu'il avait fait à Verdun, et Pétain admirait l'intelligence du jeune de Gaulle. Ils viennent du même milieu, ils sont officiers tous les deux, ils ont la même connaissance de l'histoire, etc. Vous voyez, on pourrait dérouler comme ça. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est de faire un portrait croisé, de voir leurs points communs, leurs différences, et de voir leur destin un peu croisé. Et je dis que ça m'évoque le magnifique roman que complètement oublié aujourd'hui de Mérimée, Chronique de Charles IX, où il y a deux frères protestants, l'un se convertit au catholicisme et ils finissent par s'affronter et se tuer. C'est un peu ça l'histoire de Gaulle et Pétain. Vous dites qu'ils ont les mêmes origines, Éric Zemmour. Est-ce qu'ils ont... Oui, sociales, culturelles, etc. Est-ce qu'ils ont la même idéologie? Au départ, vous avez raison, le plus républicain, c'est Pétain. Le plus républicain, c'est Pétain, c'est ce que vous dites. Vous allez nous expliquer pourquoi. Vous savez, quand Pétain est nommé ambassadeur en Espagne, Léon Blum explique que, c'est auprès du général Franco, Léon Blum explique que c'est trop bien pour le général Franco et que le général français le plus humain, le plus républicain ne doit pas être envoyé en Espagne. C'est Léon Blum. Et à l'époque, le général de Gaulle inquiète beaucoup les républicains avec son projet d'armée de métier et d'offensive. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus complexe qu'on croit en général. Beaucoup plus complexe que l'histoire, que les livres d'histoire nous l'expliquent. Patrick Weil, ils ont 2 actes de forme de résistance. C'est aussi ce que dit Éric Zemmour. On va y venir dans un petit instant. Cette parallèle entre Pétain et De Gaulle. Alors, je voudrais d'abord dire que je pense que j'ai un point commun avec Éric Zemmour. C'est que nous aimons tous les deux l'histoire. Oui. Et l'histoire de France. Et j'ai donc lu avec beaucoup d'intérêt son livre, mais je suis historien et donc j'essaie de regarder l'adéquation entre ce qu'il dit et ce qu'il s'est vraiment passé. Est-ce qu'il n'y a pas des trous de gruyère? Parce que c'est vous qui déterminez ce qui s'est vraiment passé. Je vais vous donner un exemple.
Vous l'avez dit, il y a un moment extrêmement important. C'est le moment de la défaite, c'est le moment où on demande l'armistice. En juin, et la veille ou l'avant-veille de cette demande, le général de Gaulle propose à Winston Churchill, c'était une idée de Jean Monnet au départ, Absolument. de faire une union franco-anglaise, que les deux gouvernements fusionnent et qu'ainsi la France, restée libre, et le royaume et l'Empire britannique puissent continuer la guerre dans l'Empire français. Et je lis ce que vous dites sur ce sujet. Une déclaration d'union entre les deux pays fut officiellement proposée le 14 juin 1940 par le cabinet anglais dirigé par Winston Churchill. Entre l'Angleterre et l'Allemagne, entre le camp des Yes et celui des Ya, chacun tirait à lui et à Dia, avec pour seul point commun la conviction que le temps de la France était révolu. Comment pouvez-vous penser que De Gaulle propose quelque chose? Comment vous pouvez oublier De Gaulle et penser qu'il peut proposer quelque chose qui voudrait dire que le temps de la France soit révolu? Comment pouvez-vous mettre au même niveau Churchill qui aimait la France et qui a soutenu la France libre et Hitler qui voulait la détruire? Votre réponse, Éric Zemmour. Pardonnez-moi, mais le grand historien que vous êtes mélange tout. Ah bon? Oui, en l'occurrence, dans ma présentation. Parce que ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il y a cette proposition qui est reprise d'ailleurs sans y croire par Churchill ni De Gaulle. En fait, personne n'y croit vraiment. C'est un peu comme ça une bouteille à l'encre. Et c'est une idée de Jean Monnet qui, lui, poursuit des objectifs stratégiques qui n'ont rien à voir ni avec Churchill ni avec De Gaulle. Ensuite, quand j'explique qu'il y a le camp des Ya et le camp des Yes, c'est pas la même chose. C'est que simplement, j'essaye de faire comprendre, et d'abord de comprendre, que Pétain essaye de s'en tenir à une stricte neutralité entre ceux qui veulent une collaboration totale avec l'Allemagne, le camp des Ya, et ceux qui ont choisi avec De Gaulle l'alliance avec l'Angleterre, de continuer la guerre et de se battre aux côtés de l'Angleterre. Et entre ces deux-là, Pétain a choisi une autre voie qui est celle, si vous voulez, de l'armistice pour arrêter l'hémorragie, parce que l'Allemagne est en train d'écraser l'armée française, et surtout pour essayer de préparer en douce la revanche. En fait, pour bien comprendre Pétain, et je ne pense pas que vous allez me démentir, il faut se souvenir de ce qu'ont fait les Prussiens en 1806 après Iéna. Un point d'histoire rapide, Napoléon écrase la Prusse à Iéna en 1806, les Prussiens se couchent devant Napoléon, Napoléon détruit le royaume de Prusse, prend des territoires, les éparpille, et pendant quelques années, les Prussiens, en imitant ce qu'avait fait Napoléon en France, tout en se soumettant officiellement, vont préparer la revanche qui sera prise en 1813 à la bataille de Leipzig avec les alliés autrichiens et russes. C'est ça que prépare. Sur sa table de nuit, Pétain a un livre sur les Prussiens et Iéna en 1806. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Ça ne veut pas dire qu'il a réussi, ça veut dire que c'est ça qu'il a en tête. Allez-y Patrick Veil, je voudrais vous poser une question. Dans le premier cas, vous oubliez De Gaulle, et sinon vous le diminuez. J'oublie pas du tout. Vous le diminuez. Page 503. Page 503. Je continue. Vous me laissez la parole. Patrick Veil, allez-y. Pardon, excusez-moi. De Gaulle, vous dites, De Gaulle revient de Londres, c'était juste après avoir fait cette proposition, et vous dites qu'il attend dans l'antichambre de voir auprès du ministre des Affaires étrangères, M. Baudouin, s'il est sur la liste du gouvernement Pétain. Et quand il a vu qu'il n'y était pas, il dit « je sais ce qu'il me reste à faire ». Alors là, parlons méthode historique. Vous avez un témoignage de M. Baudouin, qui est un adversaire de De Gaulle. Donc il ne va pas lui faire de cas, qui est pétainiste. Bien sûr. Donc quand il fait un témoignage, disons qu'il faut peut-être croiser avec d'autres témoignages pour vérifier s'il dit la vérité. Ce que vous ne faites pas dans le livre. Il y a une deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'une fois, si vous dites, bon, c'est plausible, il y a la question de l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire que, imaginons que De Gaulle l'ait fait, est-ce qu'il ait voulu regarder si dans le gouvernement? Comment l'interpréter? La veille, il a pris une première décision, il n'est pas rien, il vient de prendre une première décision de chef. Il vient de décider qu'un bateau bourré d'armes destiné à la France, le Pasteur, allait être dévié vers l'Angleterre pour aider les Anglais à combattre les Allemands. La veille également, avec Jean Monnet, il a donné l'ordre à la délégation américaine,
à la délégation française en Amérique, qui achetait les armes pour la France, de donner toutes ces armes à l'Angleterre. Donc on voit bien dans quelle perspective il se place. Et ça, vous ne le dites pas. Vous diminuez De Gaulle, vous en faites quasiment un minable, alors que c'est un héros. C'est déjà un héros. Pourquoi vous n'acceptez pas de dire que De Gaulle est déjà un héros républicain? Vous parlez, Éric Zemmour, de son... républicain. Éric Zemmour, je maintiens. Vous mentionnez l'opportunisme de Gaulle, de ce mythe de 18 juin 40. De Londres, il s'affirme comme le chef des Français, mais il n'est rien. D'ailleurs, le titre de Gaulle, l'homme qu'il faut aimer, contre ce titre, Pétain, l'homme qu'il faut détester. L'autre chapitre, pour faire la balance, on se demande aussi pourquoi la résistance n'est pas mentionnée dans ces deux chapitres. Alors, la résistance, pourquoi elle n'est pas évoquée, celle qui opère sur le territoire hexagonal, là où sont les dangers, la mort de la Gestapo, les SS. Tout ça, ça pose question. Oui, alors, moi j'aime bien débattre avec Patrick Vell parce que je rajeunis. J'ai l'impression d'être un élève et avec un professeur qui me fait la leçon. Donc c'est assez agréable. Et, mais il n'empêche que je vous rappelle que j'ai le droit à une interprétation libre des faits. Oui. Et deuxièmement, cette anecdote que je raconte, elle est déjà racontée par Éric Roussel lui-même dans sa biographie de Gaulle. Donc ce n'est pas une anecdote inventée. Je n'ai pas dit ça. Bon, très bien. Bah si, vous suggérez que je n'ai pas croisé, qu'elle est inventée, que c'est un adversaire politique. Vous attaquez les historiens. Je n'attaque pas les historiens. Bon, j'attaque une certaine école historiographique française. Je vous dis qu'un historien confronté à un témoignage biographique essaye de croiser ses sources. Donc, en l'occurrence, ce témoignage est authentique. Donc, deuxièmement, il ne s'agit pas de minorer le général de Gaulle. J'aime bien quand les gens de gauche adulent le général de Gaulle quand il est mort après l'avoir traité de dictateur de 58 à sa mort. Ça me plaît beaucoup. Je dis pas vous, je dis les gens de gauche. Vous êtes de gauche, ce que je sache. Mais je suis d'abord un historien, monsieur. Oui, non, vous êtes de gauche. Ne cachez pas vos engagements politiques, monsieur. Il ne s'agit pas de mélanger les gens. Non, mais je lui réponds. Je voudrais. Débat d'intellectuels. Il n'y a pas de neutralité de l'historien. Il n'y a pas de neutralité. Vous êtes engagé politiquement. Toute votre vie, vous avez été à gauche. Ce n'est pas une infamie, mais il faut le dire aux gens. D'accord? Donc vous ne parlez pas de n'importe où. Vous ne parlez pas de Sirius, vous ne parlez pas de votre cher historien. Et moi, vous me donnez des leçons comme ça d'élèves. Ça marche pas. Vous êtes engagé politiquement. Oui. Vous étiez au cabinet de Pierre Mauroy. Vous étiez avec Jean-Pierre Chevènement. Vous étiez à gauche. Pendant les années 80, vous avez eu des responsabilités sur la politique de l'immigration. Vous laissez Patrick Veil répondre, s'il vous plaît. Monsieur Zemmour. On va en parler après. Bien sûr. Cessez de donner des leçons comme ça de haut, comme si vous étiez neutre, comme si une espèce de dieu qui descendait de l'Olympe. Ça marche pas. Alors, Patrick Veil, je vous invite à répondre. Vous venez de dire une chose tout à fait exacte. Ben oui, tout ce que j'ai dit est exact. Allez-y, Patrick Veil. J'ai été effectivement militant jusqu'en 1985, c'est-à-dire jusqu'à il y a 33 ans. Et il y a 33 ans, j'ai quitté tout engagement parce que j'ai considéré que quand j'ai commencé ma thèse de doctorat, il fallait que je sois totalement libre à l'égard de tout engagement. Et tout ce que j'ai fait depuis, monsieur Zemmour, vous pouvez vérifier. Vous ne parlez que de choses que j'ai faites jusqu'en 85. Tout ce que j'ai fait depuis, je l'ai fait en homme libre et en chercheur libre. Et je suis d'accord avec vous que bien sûr, il y a des identités de l'historien. Voilà, d'accord. Mais voilà, il y a des identités de l'historien. Mais c'est tout ce que je voulais entendre. On a le droit sur toute une vie. On a le droit sur toute une vie d'avoir des étapes, d'avoir des changements. Et je vous demande d'accepter que j'ai pu évoluer, changer de vie, car j'ai fait de la politique quand j'étais jeune. Mais c'est pas un reproche que je vous faisais. Mais donc, je suis un homme libre et j'ai écrit mes livres d'histoire librement. Mais vous ne venez pas de n'importe où, c'est tout, vous le reconnaissez. Bien sûr. Comme vous, monsieur Zemmour. Comme moi, mais absolument. Comme moi, j'ai des engagements. Mais absolument, mais moi, je l'assume dans mon livre. Alors, juste, vous n'avez pas répondu à ma question et j'aimerais bien quand même y venir parce que c'était un point, pour le coup, qui m'a interpellé aussi dans ce livre. Oui, la résistance. La résistance. Pourquoi pas un mot? Celle qui, effectivement, incarnée par Jean Moulin, les coups portés par Klaus Barbie. Pourquoi pas une ligne? Je vais vous répondre. C'est très simple. D'abord, je n'ai pas fait une histoire universelle de la France. C'est des portraits, c'est forcément des partis pris. Bon. Deuxièmement, je parle un peu de la résistance par rapport à De Gaulle, par rapport à Pétain, puisque c'était mon angle choisi. Troisièmement, vous savez, la résistance, c'est des gens souvent héroïques,
parfois moins héroïques, mais c'est surtout qu'ils n'ont pas eu une influence majeure sur le sort de la guerre. C'est-à-dire que s'il n'avait pas eu la résistance française, l'Allemagne aurait finalement été vaincue à Stalingrad, et l'Allemagne aurait été vaincue, il y aurait eu le débarquement, même s'ils ont aidé matériellement au débarquement. Mais il n'y a pas eu de, si vous voulez, l'intérêt politique de la résistance, et surtout qu'ils ont permis au général de Gaulle d'affirmer son pouvoir sur la France par rapport à ses alliés qui ne lui reconnaissaient pas grand-chose. C'est pour ça que je vous dis, en 40, il n'est rien, c'est une formule. Je dis simplement par rapport, pour les Américains, pour les Anglais, il n'est rien. D'ailleurs, les Américains, eux, ont choisi clairement Pétain, et vous le savez très bien. Et pendant toute la guerre, ils privilégieront Pétain sur de Gaulle, que Roosevelt déteste et prend pour un dictateur. Et vous savez tout ça très bien. Patrick Weil. Il n'est pas rien, il est déjà Charles de Gaulle et il veut incarner la résistance. Mais pour lui, il n'est pas rien. Mais, pour les autres, donc, il n'est rien. En tant qu'historien, je dois noter, et vous ne l'avez pas fait, que, par exemple, cette proposition d'union franco-britannique était pour l'intérêt de la France. C'était du bidon, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, absolument pas, parce qu'il y avait encore l'Empire, et il y avait cette idée qu'on pouvait organiser, c'était ça l'idée de Gaulle et de tous ceux qui voulaient continuer la bataille, car Pétain était un défaitiste qui voulait faire l'armistice, céder devant les Allemands. Il avait des vieilles références prussiennes que vous avez indiquées. Oui. Et De Gaulle, lui, avait déjà vu l'avenir avec les armes des tanks et l'aviation, etc. Et il savait que la guerre avait une dimension mondiale et que ça se jouait dans l'Empire. Vous m'amusez parce que vous passez votre temps à jouer à l'historien et en fait vous faites de la géographie. Non. C'est très amusant. Vous êtes historiographe du roi. Non. Mais monsieur. Un peu de mesure, Patrick Weil. Je voudrais vous lire. Un peu de rationalité. Écoutez, moi, monsieur Zemmour, je passe mes journées dans les archives. Oui, c'est bien. Et ces archives de la période, justement. Donc, je ne fais aucune géographie. Je vais vous lire ce que déclare, ce qu'est dans un télégramme secret, l'ambassadeur des États-Unis qui était à Paris, qui va à Vichy et voilà ce qu'il dit. Monsieur Lee. Monsieur Bullitt. Monsieur Bullitt. Très bien. Monsieur Bullitt. Très bien. Celui qui était à Paris. Voilà. 1er juillet 40. J'ai eu aujourd'hui de longues conversations avec Lebrun, Pétain, Darlan et Chautemps. Et aussi parlé brièvement avec Végan. L'extraordinaire impression qui émerge de ces conversations est que ces nouveaux dirigeants veulent jeter par-dessus bord tout ce que la France a représenté depuis 2 générations. Que leur défaite physique et morale est si absolue qu'ils ont complètement accepté pour la France le destin de devenir une province de l'Allemagne nazie. En plus, afin de se retrouver aussi nombreux que possible, compagnons de misère, ils espèrent que l'Angleterre soit rapidement et complètement défaite par l'Allemagne. Leur espoir est que la France puisse devenir la province favorite de l'Allemagne, une sorte de nouveau Gau, qui veut dire district, dans une nouvelle Gaule. Mais je connais ce texte et il ne m'étonne pas du tout. Oui, mais c'est un texte très intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Oui. Mais il faut remettre encore une fois dans le contexte. Pardonnez-moi. Nous sommes en 40. L'armée française s'est écroulée. Elle a subi une défaite qu'elle n'a jamais subie en 1000 ans d'histoire. Jamais elle n'a été s'écraser aussi vite et aussi fort. Nous sommes un pays qui ne fait plus d'enfants depuis un siècle. Les élites françaises craignent vraiment que la France ne s'évapore, que la France ne soit plus rien, que ça soit la polonisation aussi, monsieur Bell. Pas du tout, monsieur Bell. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et deuxièmement, je finis. Pardonnez-moi, je réponds. Deuxièmement, oui. Quel est le rapport avec ce texte ? Mais je vais vous le dire. Oui. Je vais vous le dire. Vous avez tout à fait raison pour dire que, à l'époque, les élites françaises pensent que l'Allemagne a gagné et qu'il vaut mieux être le fidèle second de l'Allemagne. Exactement, exactement. Je vous ai pas coupé, laissez-moi finir. Exactement comme Monsieur Thiers en 1871. C'est la même mentalité et c'est la même crainte. Bien. Et maintenant pour les Anglais, je finis. Les Anglais ont été des faux amis de 1918, aussitôt que les armes ont été finies le 11 novembre 18, jusqu'en 39, la déclaration de guerre. Les Anglais ont absolument sapé la planche française pendant 20 ans. Ils ont soutenu l'Allemagne en douce avec les Américains. Donc quand arrive la guerre 39, les élites françaises qui le savent n'ont aucune confiance dans l'Angleterre et elles ont raison. Patrick Weil, ça c'est inexact. Ah non, c'est pas inexact. Eh ben, vous allez me laisser mais je vais vous laisser parler, allez-y. Parce que, d'abord, effectivement,
par rapport à ce qu'écrit Bullitt, eh ben De Gaulle représente l'alternative, le refus de devenir une province de l'Allemagne nazie et la volonté de continuer le combat. Mais ils sont... Alors, les Anglais, c'est très intéressant les Anglais, parce que vous parlez évidemment, vous parlez de Clémenceau, mais vous n'aimez pas finalement les grands leaders républicains. Vous ne parlez pas de Clémenceau, défenseur de la laïcité. Le Clémenceau, défenseur d'Alfred Dreyfus. Clémenceau, visionnaire de l'anticolonialisme, qui combat la colonisation. Ça, c'est très juste. Comme Maurras, comme l'Action française. Et quand vous en parlez longuement, parce que vous nous consacrez de longues pages, sur la négociation du traité de Versailles, et j'aimerais bien que nous en parlions. Mais avec plaisir. Vous faites le portrait, Éric Zemmour, de Georges Clémenceau, l'implacable, je vous cite, Clémenceau, le brave vengeur de la France, il est le dernier géant, dites-vous. Parmi les grands hommes, vous admirez effectivement Clémenceau, que ce dernier acquis aux intérêts anglais empêchant en octobre 18 l'armée alliée de franchir d'espérer présente en Europe centrale de fondre sur Berlin, vide de toute résistance qui aurait permis de casser l'Allemagne, n'est-ce pas? Tout à fait. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Je vous explique. Très bien, je vais aller vite puisque Patrick Weil veut me parler. Oui. non, mais je vais très vite, c'est très simple. Il faut comprendre que la France a failli perdre la Première Guerre mondiale à d'innombrables reprises. On sera d'accord là-dessus. Dès 14, c'est le fameux miracle de la Marne, et encore en mars 18, lors de l'offensive allemande, on est d'accord là-dessus. Et la France prend le dessus en juillet 14, en juillet 18. Non mais c'est important, on va célébrer le centenaire de la France. Mais ça, on est d'accord, c'est fait évident. Bon. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les armées françaises sont en train d'écraser les Allemands. Je dis bien les armées françaises parce que depuis 50 ans, on nous raconte que c'est grâce à l'aide des Américains. C'est faux. C'est les armées françaises, aidées de leurs alliés évidemment, mais c'est les Français qui sont en pointe. Et il y a deux armées françaises. L'armée de Pétain au nord qui va descendre sur Berlin par l'Alsace, etc., et qui avance très vite et qui enfonce les arrières de l'Allemagne. Et il y a l'armée des Dardanelles, de Franchet d'Espéré qui remontent. Attendez, j'ai fini. Oui, ces deux armées, on n'a pas beaucoup de temps. Mais on va très vite. Ces deux armées sont en mesure de rentrer dans Berlin. Et Clémenceau refuse. Il refuse parce qu'il ne veut pas qu'un général catholique comme Franchet d'Espéré tire trop droit, parce qu'il est anticlérical de façon primaire et secondaire. Et deuxièmement, et on en vient aux amis anglais de Patrick Weil, parce que les Anglais et les Américains ne veulent pas que l'armée française rentre à Berlin, parce qu'ils sont obsédés par Napoléon et qu'ils ne veulent pas que la France domine en Europe. Et on conclura cette première partie historique. Alors, rapidement. Clémenceau dit « J'ai fait la guerre à fond pour la faire durer la moins possible. Aux premières demandes d'armistice, j'ai failli devenir fou de joie. C'était fini. J'avais trop vu le front, moi. J'avais trop vu ces espèces de trous pleins d'eau, pleins d'hommes. Le premier qui est venu me dire « Les Boches t'en peuvent plus, ils demandent la paix », j'ai dit oui. Donc c'est pas du tout des trucs catholiques. C'est à cause, ils voulaient plus de morts. Les Américains voulaient continuer. Le seul qui voulait continuer parmi les chefs, c'était Pershing. C'est fou. Deuxièmement, vous dites qu'il s'est fait avoir par les Américains. Et ça, par les Anglais. Il s'est fait avoir par les Américains, dit Patrick Weil. Terminez là-dessus, il nous reste 30 secondes dans cette première partie. Non, mais moi, je veux parler de ça. Je vous en prie. Il nous reste 30 secondes, Clémenceau a une stratégie très intelligente. On ne peut plus faire l'alliance avec les Russes, il ne veut pas d'alliance avec les bolcheviks. Il choisit de faire l'alliance atlantique dans le traité de Versailles. Parce qu'il y a le traité de Versailles, et puis il y a le traité de garantie qu'au cas où la France est attaquée par l'Allemagne, l'Amérique et l'Angleterre viennent à notre secours. Qu'est-ce qui se passe? Wilson rentre, il a une thrombose, enfin une AVC, le traité est rejeté une première fois par le Sénat américain. Attendez, dans la deuxième partie. Non. Dans la deuxième partie, d'accord. Mais je veux répondre. Mais moi, vous me laissez terminer. Terminez votre phrase, s'il vous plaît. Et en février 19, Clémenceau se présente à la présidence de la République. Et il perd. Et il perd par qui? Par la droite catholique, qui lui demande de prendre position pour le rétablissement des relations avec le Vatican et qui préfère, il le dit, il préfère faire battre Clémenceau qui pouvait faire appliquer le traité, aller à Washington, faire reprendre les discussions avec Wilson. On va y revenir, s'il vous plaît, Patrick Weil. Jouer le Vatican contre la France, contre la patrie. Voilà, je vous ai laissé vous expliquer. Patrick Weil, on vous a entendu. Éric Zemmour également. On va y revenir, on va aller sur les questions de société. Bien sûr, dans la deuxième partie, vous restez avec nous. Éric Zemmour.